Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Je me présente, Arnaud Benedetti, je suis rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et il me revient le grand plaisir et l'insigne honneur d'animer cette soirée autour d'un livre qui vient de sortir il y a maintenant, je crois, un mois ou deux, de Pierre-Emmanuel Guigaud, que vous connaissez bien. Une biographie, la première biographie, je crois, sur Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, le dernier socialiste, une biographie qui vient d'être publiée donc aux éditions Passé Composé. J'imagine que un grand nombre d'entre vous l'ont lu. En tout cas, vous pouvez vous la procurer. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je fais aussi quand même, tu me le permettras, Pierre-Emmanuel, la promotion marketing de l'ouvrage. Au fond, à la sortie, et Pierre-Emmanuel, bien évidemment, dédicacera l'ouvrage pour ceux qui veulent se le procurer. Alors, je présente rapidement Pierre-Emmanuel Guigaud. Il est un des contributeurs de la revue Politique et Parlementaire. Il est maître de conférences en histoire à l'université Paris-Est Créteil. Il est spécialiste de l'histoire de la communication politique. D'ailleurs, moi, c'est à ce titre que je l'ai connu, puisque comme j'enseigne aussi l'histoire de la communication à la Sorbonne, et il avait publié il y a quelques années un ouvrage fort intéressant, Com et politique, communication et politique, les liaisons dangereuses. Un ouvrage que je vous recommande si vous voulez approfondir les travaux de Pierre-Emmanuel. Mais il est aussi l'auteur déjà d'une biographie précédente sur un ancien Premier ministre de François Mitterrand, une biographie qui était parue, me semble-t-il, aux éditions Perrin, là, pour l'occurrence. Donc, tu as fait une petite infidélité aux éditions Perrin en passant chez Passé Composé. Une biographie sur Michel Rocard que je ne saurais que trop vous conseiller pour ceux qui ne l'ont pas lu. Alors, bon, Pierre Mauroy, c'est quand même une des personnalités politiques majeures du Parti socialiste des années 60, 70, enfin surtout à partir des années 70 et 80. Sa figure est associée à, j'allais dire, deux objets. Un objet, c'est le Nord, le Lille, c'est ce socialisme du Nord qu'il incarnait à la fois par son talent de tribun et par le côté authentique et viscéral qui était le sien dans l'engagement au service de la social-démocratie. Et puis, c'est bien évidemment quelqu'un qui est associé à la figure de François Mitterrand. Il a été, chacun le sait, le tout premier ministre de François Mitterrand lorsque François Mitterrand est élu le 10 mai 1981. Alors peut-être la première question que je vais poser à Pierre-Emmanuel tout de suite. Alors comment t'es venue l'idée d'abord de faire cette biographie de Pierre Mauroy? Alors d'abord, je voudrais moi aussi remercier tout le monde. Merci à vous d'être venus nombreux. En particulier, merci à mes étudiants qui sont venus en masse. Et je voudrais remercier la Fondation Jean Jaurès qui a organisé cet événement, l'Institut Pierre Mauroy qui est aussi très bien représenté. Et puis Passé Composé aussi d'avoir bien voulu et bien publier cette biographie. Alors c'est pas exactement la toute première, il y avait eu déjà une biographie de Raymond Krakowicz il y a quelques années, mais qui était un peu différente, peut-être moins poussée, mais qui se voulait déjà une belle première introduction à l'ouvrage. Les archives à l'époque n'étaient pas complètement accessibles, donc ça, je pense que cet ouvrage complète ce qui avait pu être fait à l'époque, puisque j'ai pu voir quand même pas mal d'archives qui sont bien conservées ici, et il faut en remercier à nouveau la Fondation Jean Jaurès. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un magnifique centre d'archives socialiste qui est juste à côté. C'est le bâtiment juste à côté, tenu par Guillaume, avec lequel on travaille maintenant depuis 14 ans, et qui est quand même remarquable, avec en plus le site internet Archives Socialistes, sur lequel il y a vraiment énormément de choses qui sont en plus numérisées maintenant. Alors, comment j'en suis venu ? Cette biographie, tu l'as dit, c'est en partie par Michel Rocard. Il faut remercier Michel Rocard de m'avoir amené à Pierre Mauroy, puisque j'avais consacré ma thèse à Michel Rocard. Et du coup, j'avais croisé forcément Pierre Mauroy. Ils étaient amis. Ils ont eu parfois des petits moments de tension. Mais le fait est qu'ils ont cheminé ensemble des tout débuts de l'après-Seconde Guerre mondiale, où Pierre Mauroy était à la tête des jeunesses socialistes et où Michel Rocard était à la tête des étudiants socialistes. Et ils avaient à ce moment-là leur bureau juste à côté, juste au-dessus de nous, si je ne me trompe pas, Thierry, puisque c'était le siège de la SFIO. Donc depuis cette époque-là, ils se sont rencontrés, ils ont cheminé ensemble. Michel Rocard est parti par la suite au PSU, fonder le PSU, et puis il reviendra par l'entremise de Pierre Mauroy en 1974 pour les assises du socialisme. Et puis,
quand Pierre Mauroy sera Premier ministre, Michel Rocard sera dans son gouvernement, dans ces trois gouvernements. Et puis, lorsque Michel Rocard deviendra Premier ministre, eh bien Pierre Mauroy sera à la tête du Parti socialiste. Donc on a vraiment un cheminement commun. Et donc j'ai croisé à de nombreuses reprises Pierre Mauroy et j'ai éprouvé tout de suite une certaine sympathie pour le personnage. C'est un personnage qui, par rapport à Michel Rocard, je ne renie pas Michel Rocard, mais qui a plus de chair et qui est tout de suite d'emblée beaucoup plus sympathique que ne peut l'être Michel Rocard, qui est beaucoup plus cérébral. Donc j'ai eu envie assez tôt, en fait, par la suite, eh bien, de travailler sur lui, d'explorer un petit peu son cheminement politique, sachant qu'il y avait un deuxième élément qui m'intéressait beaucoup chez lui, c'est qu'il est un des rares leaders politiques de la France à avoir des origines populaires. On a un petit peu ce que Roberto Michels avait théorisé au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette idée qu'il y aurait une loi des reins, y compris des partis socialistes, y compris des partis de gauche, qui priverait finalement l'accès des classes populaires à la direction des grands partis politiques, même quand ceux-ci sont officiellement ouvriéristes. Et là, Pierre Mauroy, on a l'exemple d'un Premier ministre qui vient d'un milieu populaire. Alors, il n'était pas enfant d'ouvrier, comme certains le croient parfois. Son père était instituteur, puis directeur d'école, ce qui en fait déjà de lui une forme de petit notable à l'échelle de son village. Mais le fait est qu'il a tout de suite grandi dans un milieu très ouvrier, où il y avait beaucoup, où la majorité de la population, à Cartigny, puis à Oussy, où il a grandi par la suite, était largement dans le travail industriel. Donc ce milieu, il a tout de suite connu, il s'est tout de suite socialisé dans cet environnement, et c'est ça qui va l'amener, au lendemain de la guerre, à vouloir adhérer à la SFIO, et non pas au Parti communiste. Alors oui, justement, pourquoi fait-il ce choix-là, alors que le Parti communiste est en pleine ascension après la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi fait-il le choix de la SFIO dans son engagement de jeunesse? Alors, quand on retrace ce qu'il a pu écrire, pour lui, ça a toujours été une évidence, en fait, de rejoindre la SFIO et non pas le Parti communiste. À une époque où ça n'a rien d'évident, puisque, comme tu l'as dit, le Parti communiste est auréolé de la participation à la résistance. On l'a vu ce matin en exposé avec les élèves, c'est le parti des 75 000 fusillés. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente et qu'il se revendique. Il attire à lui les plus grands intellectuels, évidemment très puissant. Il est le seul véritable parti de masse. Et pourtant, Pierre Mauroy préfère la SFIO. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Déjà parce que dans son milieu familial, on tend plus vers la SFIO que vers le Parti communiste. Il n'y a pas dans ses proches d'adhérentes du Parti communiste. Et ce n'est pas exactement les mêmes milieux sociologiques, y compris dans le Nord. Ça, c'est le premier élément qui rentre en compte. Et je pense aussi que très tôt, il a eu conscience que son socialisme à lui, c'était un socialisme de réforme et non pas un socialisme de révolution. Ça, je crois que c'est le grand chemin de séparation, quelque part, qui a fait Tours et qui a fait la suite par la suite, donc le congrès de Tours en 1920, c'est que la SFIO se veut un parti de gouvernement, même si elle continue à dire qu'elle est un parti révolutionnaire, alors que le Parti communiste est, lui, un parti qui veut la révolution mondiale. Donc je pense que pour Pierre Mauroy, c'était plus logique d'aller à la SFIO, et d'ailleurs, durant toutes ces années, il restera fidèle à un socialisme qu'on pourrait qualifier de réformiste ou de social-démocrate. Mais alors, parle-nous un peu de son milieu familial. Tu nous as dit que son père était enseignant. Quel est l'engagement de son père? En quoi l'engagement, par exemple, du père vient, d'une certaine manière, influencer l'engagement du fils, qui peut arriver? D'ailleurs, ça peut arriver aussi parfois en opposition. Mais là, en l'occurrence, c'est un prolongement plutôt. Oui, quand tu dis en opposition, je pense là aussi à Rocard, qui lui s'était construit contre son le père, qui était physicien, et le fils avait pris le chemin complètement différent. Là, Pierre Mauroy, en fait, se veut plutôt fidèle à son père, même si son père n'était pas, semble-t-il, politisé, il n'avait pas sa carte dans un parti politique, mais il avait évidemment les convictions qui étaient ceux d'un instituteur de l'époque, c'est-à-dire qu'il était attaché à la laïcité, effectivement, et ça, on va le retrouver chez Pierre Mauroy par la suite. Il ne faut jamais oublier que Pierre Mauroy tombe en 1984, donne sa démission sur le projet de réforme de l'enseignement pour créer un grand enseignement laïque et unifié, ce qu'on appelait à l'époque le Grand Spulen, la réforme Savary, qui entraînera une vive protestation et par la suite la démission de Pierre Mauroy. Donc ça, il restera toujours attaché à ce schéma de l'école laïque, de l'ascenseur républicain aussi, c'est quelque chose qui est très important pour lui, parce que lui-même l'a en partie vécu, déjà par son père, puisque si je vous ai dit que son père était instituteur, mais alors son père, lui, vient de conditions sociales extrêmement modestes, puisque donc, le grand-père de Pierre Mauroy était bûcheron, et d'une lignée de bûcherons. Donc on était
clairement dans des milieux qui n'avaient même pas évidemment atteint le lycée et qui n'avaient pas pu accéder à des fonctions intellectuelles. Donc son père avait déjà connu, grâce à des bourses, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une ascension qui lui avait permis de devenir instituteur, puis directeur d'école. Et Pierre Mauroy lui-même est aussi un des rares leaders politiques à ne pas avoir fait de grandes écoles. Il n'a pas fait ni Sciences Po, ni l'ENA. Il est passé par ce que lui appelait l'ENA avec 2 N, hein, qui était l'école qui formait en fait les professeurs de l'apprentissage, puisque son métier, c'était à l'origine enseignant de l'enseignement technique, hein, spécialisé en histoire, géographie et français. Donc il n'avait pas fait ce cursus honorum, on va dire, de la bourgeoisie plutôt parisienne à l'époque, qui leur permettait d'accéder souvent aux plus hautes fonctions gouvernementales. Alors, moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a intrigué, c'est le titre, enfin le sous-titre plutôt. Pierre Mauroy, le dernier socialiste. Pourquoi ce sous-titre ? Parce que j'aime bien provoquer. Il doit nous interroger. Mes étudiants le savent, j'aime bien titiller. D'ailleurs, je suis désolé si parfois je titille un peu trop, mais j'avais envie de titiller en trouvant ce titre-là qui, je suis sûr, a mis la puce à l'oreille un peu à tout le monde. Bon, c'est une provocation, mais c'est une provocation qui n'est pas gratuite, hein. L'idée, c'est de réfléchir justement à ce que c'est que le socialisme, l'identité socialiste, et comment celle-ci évolue au fil du temps. D'ailleurs, j'avais voulu faire la même chose à l'époque sur le Rocard. Je voulais l'appeler La Politique, l'apostrophe, apolitique, mais l'éditeur ne m'avait pas suivi, donc ça s'était tout simplement appelé Michel Rocard. Là, Passé Composé m'a suivi, et donc j'ai pu imposer ce sous-titre du dernier socialiste. Alors, pourquoi le dernier socialiste ? Alors, évidemment, je ne prétends pas qu'il y aurait plus de socialistes après Pierre Mauroy, hein. C'est bien évidemment pas du tout ce que je dis ici, et si vous lisez l'introduction et la conclusion, vous verrez que je vous reviens longuement là-dessus. Il est le dernier à incarner le socialisme héritier du mouvement ouvrier du 19e siècle. Donc, ce qui a fondé, en fait, ce socialisme français, issu des grandes causes de la fin du 19e siècle, de la misère ouvrière, qui va se structurer en 1905 autour de Jean Jaurès, un parti qui est aussi très lié aux syndicats, et ça aussi c'est quelque chose qui était important pour Pierre Mauroy, le dialogue avec les syndicats. Lui-même a toujours eu d'excellentes relations avec FO et même avec la CFDT. Donc il y a cet ancrage syndical qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres socialistes, hein. Ce n'est pas quelque chose qui va du tout de soi dans l'histoire du socialisme français, où il y a souvent eu une rivalité entre syndicats et parti socialiste, les deux empiétant parfois sur leur terrain réciproque. Donc, il est héritier aussi de ça, il est héritier du combat laïque, hein, là aussi, qui s'est construit à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, dont il se veut un prolongement. Il est héritier de cette idée d'améliorer la condition ouvrière, des travailleurs plus généralement, mais ouvrières en particulier. Et donc, c'est tout ça qui, à mon avis, en fait véritablement la dernière grande incarnation de ce socialisme populaire, de ce socialisme qui s'est structuré dans les luttes sociales, alors même que quand lui accède au pouvoir, le Parti socialiste s'est largement transformé au cours des années 70. Alors, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, mais il s'est professionnalisé, il a vu arriver beaucoup de personnalités qui viennent d'autres horizons, d'horizons peut-être plus techniques, de la haute administration, et donc la sociologie même de ce PS s'est transformée. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les travaux de Frédéric Savicki et de Rémi Lefebvre, hein, cette idée d'un parti qui passerait d'un parti de militants liés à la classe ouvrière à un parti beaucoup plus professionnalisé. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant dans cette idée du dernier socialiste. Oui, mais c'est pas la sociologie, j'allais dire, de la classe dirigeante du PS s'est transformée, mais pas forcément la sociologie, j'allais dire, électorale du Parti socialiste. Est-ce qu'il y a aussi une évolution de la sociologie électorale du Parti socialiste dans les années 70, au milieu des années 70 ? Est-ce que ça commence, je veux dire, à se gentrifier d'une certaine manière, si tu me permets cette expression ? Alors, c'est un peu tôt, c'est plutôt par la suite qu'on va avoir, si on prend le terme de gentrification, notamment à travers un vote en fait, qui va de plus en plus s'installer dans les villes. À l'époque, le Parti socialiste est dans une pleine phase d'ascension. Il devient un parti, petit à petit, qu'on qualifierait en sciences politiques d'attrape-tout, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'électeurs, donc de plus en plus d'électeurs divers. Et notamment, la grande mutation dans les années 70, qui ne corrobore pas forcément l'idée d'un embourgeoisement du PS, c'est l'arrivée de ce qu'on appelait jusque-là les cathos de gauche ou les chrétiens de gauche, qui vont être une des forces motrices de l'ascension du PS dans les années 70. Mais plus généralement, en fait, ils gagnent du terrain dans toutes les catégories sociales, et donc il n'y a pas forcément cette mutation qui peut être dénoncée ou moquée par d'autres partis politiques aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus tardive
à mon sens, qui d'ailleurs n'était pas voulu par Pierre Mauroy lui-même, hein, qui restait attaché à l'idée de la défense des travailleurs, des petits travailleurs et notamment des ouvriers. C'est ce qu'il rappellera à Lionel Jospin lors de la présidentielle de 2002, hein, alors qu'on commence à voir que l'électorat ouvrier se détourne du Parti socialiste. Il dit être ouvrier, c'est pas un gros mot, et il faut aussi parler à la classe ouvrière, sinon on la perdra. On peut dire que là-dessus, il a été plutôt clairvoyant plus de 20 ans après. Alors, avant de revenir évidemment à son rôle national, il faut jamais oublier que Pierre Mauroy, c'est un élu local aussi. Il a été maire de Lille pendant plusieurs décennies. Quelle empreinte il a laissée à Lille et quelle était sa spécificité en tant que maire et comme élu local dans sa gestion municipale à Lille? Alors Lille, il l'a vraiment conçu comme un laboratoire en fait, hein, de ce qu'il va entreprendre par la suite. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a vraiment une continuité entre ce qu'il a fait à Lille et ce qu'il fera à Matignon. Ça va se traduire déjà par un renforcement très net de l'activité de la mairie et par la suite de la région, hein, puisqu'il sera président de la région dès 1974, alors que celles-ci n'ont qu'une marge de manœuvre assez faible, hein, et ça va beaucoup l'inspirer pour la loi de décentralisation de 1982, qu'on associe beaucoup au nom de Gaston Defferre, mais on pourrait presque rajouter celui de Pierre Mauroy, tellement il est indissociable et tellement ça a été pour lui un combat absolument majeur. Donc c'est vraiment un laboratoire, et pas que, il a vraiment la volonté de transformer cette ville de Lille à une époque où celle-ci est quand même dans une condition qui est très difficile. Hein. La ville de Lille est en pleine désindustrialisation à ce moment-là. Il y a régulièrement des couvertures de presse qui la présentent comme l'une des villes les moins attractives de France. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film avec Jean-Paul Belmondo, Le corps de mon ennemi. Hein, c'est un grand classique des années 70 qui se passe eh bien, dans le quartier du Vieux-Lille et qui montre un quartier du Vieux-Lille quand même pas très attirant. J'y étais le week-end dernier pour présenter le Pierre Mauroy. Le fait est que c'est une révolution complète. Aujourd'hui, c'est le quartier le plus sexy, si vous m'excusez l'expression, le plus chic de tout Lille, avec son côté effectivement vieilli, mais qui est tout à fait charmant et qui peut concurrencer eh bien, les anciens quartiers d'un tas de villes européennes. Donc ça, c'est quand même un beau témoignage d'une transformation complète d'une ville. Alors cette transformation, il va la mettre en œuvre à partir de 1971-1973. 71 parce que c'est le moment où Augustin Laurent l'appelle pour devenir son premier adjoint. Et ça aussi, c'est intéressant, alors que ça y est, hein, la campagne des municipales a déjà commencé, que certains disent, voilà, ça sera un tel qui sera mon successeur, et d'autres disent, oh là là, surtout je ne désignerai aucun successeur. Lui, Pierre Mauroy, il a été successeur d'eux, et en même temps, il a par la suite voulu transmettre le flambeau. C'était important pour lui d'être dans une continuité du pouvoir socialiste à Lille et d'assurer cette continuité. Donc en 71, il devient premier adjoint à l'urbanisme et il va être assez rapidement surnommé le bulldozer parce qu'il va transformer complètement la ville, alors rasant certains quartiers, mais aussi cherchant d'emblée à en préserver d'autres. Hein. J'ai déjà cité le cas du Vieux-Lille pour lequel il va beaucoup s'investir dans les années 70 et 80. Il va construire beaucoup de logements sociaux pour accueillir une population lilloise qui va être toujours plus nombreuse hein, dans les années qui vont suivre et améliorer un habitat qui, dans beaucoup de cas, était encore largement insalubre. Donc il va beaucoup s'investir eh bien, dans cette transformation urbaine de la ville. Il va aussi vouloir tourner la ville et plus généralement la région vers les arts et la culture, et ça n'allait pas du tout de soi, encore une fois, du fait du passé très industriel de la ville de Lille. Ça sera notamment la rénovation complète dans les années 80 du Palais des Beaux-Arts, le musée des Beaux-Arts de Lille. Ça sera également la création du Nouveau Siècle, avec une salle de spectacle qui va accueillir ce qui sera une des grandes réalisations de Pierre Mauroy comme maire et président de région. C'est l'Orchestre national de Lille, hein, dirigé à l'époque par Jean-Claude Casatsu, et qui sera d'ailleurs, Jean-Claude Casatsu, son conseiller pour les affaires culturelles à Matignon. Donc on a vraiment une transformation de la ville, et qui va se voir, et qui se voit encore aujourd'hui, pour faire de Lille l'une des grandes métropoles européennes, telle qu'elle le sera dans les années 80-90, et comme elle le reste jusqu'à nos jours. Ça sera en particulier le quartier d'Ora-Lille, avec sa gare, qui va faire de Lille une plaque tournante entre l'Angleterre et le reste de l'Europe. Hein. Lille est devenue un peu l'épicentre de ce que les géographes appelaient il y a quelques années la banane bleue. Je ne sais pas si on utilise encore l'expression, mais cette zone qui est la plus densément peuplée, qui est la plus riche économiquement, et où finalement Lille se trouve au nœud de ce système-là. Et mon week-end à Lille
me permet de vous dire également que j'ai y croisé un tas d'Anglais et un tas de Néerlandais, ce qui montre que c'est vraiment le cas. C'est vraiment devenu un lieu d'attraction et pas que, et de transit en plein cœur de l'Europe. Donc c'est aussi tout ça que Lille doit à Pierre Mauroy et qui se révélera en 2004 lorsque Lille deviendra capitale européenne de la culture. Alors, on va peut-être revenir maintenant à son rôle au niveau national. C'est vrai qu'on associe beaucoup l'image des réformes. On peut associer l'image des réformes sociales qui vont être menées par François Mitterrand en 1980 à Pierre Mauroy, mais quand même, c'est l'image de François Mitterrand qui capte cette rupture à partir de 1981 plus que celle de Pierre Mauroy. D'abord, est-ce que Pierre Mauroy a beaucoup, impacté, influencé le programme du candidat socialiste François Mitterrand et les 110 propositions? Quel a été son rôle, justement, dans l'élaboration de ce programme? Alors, dans les 110 propositions, son rôle n'a sans doute pas été majeur pour plusieurs raisons. Je vois Thierry qui me dit non. Pour plusieurs raisons, mais on aura l'occasion d'en débattre. Ouais, on aura l'occasion d'en débattre. Alors, oui, d'une certaine façon, puisque les 110 propositions reprennent le programme socialiste de 1980, mais qui a largement été rédigé par Jean-Pierre Chevènement, si je ne me trompe pas, mais qu'en même temps, ce programme-là reprenait les grandes lignes du programme commun. Alors là, je pense qu'on a perdu mes étudiants. Le programme commun, c'est ce qui a été signé en 1972 entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les radicaux de gauche à l'époque. Et Pierre Mauroy avait été un des maîtres d'œuvre de l'élaboration de ce programme commun. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il a joué un rôle important. Mais il faut quand même se souvenir que 79-80, c'est le moment où Pierre Mauroy et François Mitterrand ont théoriquement rompu, puisque Pierre Mauroy a présenté sa propre motion au congrès de Metz, qu'il a plutôt été proche à ce moment-là de Michel Rocard, et même en 1980, il accueille Michel Rocard dans le Nord en soutien de sa candidature à la présidentielle, qui n'aura finalement jamais lieu. Donc il est plutôt, en fait, à ce moment-là, en rupture, même si on sait qu'il continuait à se voir avec François Mitterrand, il continuait à déjeuner de manière régulière et que le lien n'était pas totalement rompu. Le fait est que ce n'était pas la meilleure période, donc l'influence n'est pas forcément la plus notable à ce moment-là sur le programme. Par contre, dans la mise en œuvre du programme, là c'est clair que Pierre Mauroy a joué un rôle décisif. François Mitterrand évidemment, parce que c'est lui qui est élu, c'est lui qui endosse ce programme, parfois même en allant bien au-delà des attentes. On se souvient de l'annonce sur la peine de mort, mais Pierre Mauroy, c'est lui qui va être le maître d'œuvre de cette politique-là. Pour ceux que ça intéresse, je publie aussi cette semaine pour la revue Pouvoir, il y a un numéro sur les premiers ministres, et en fait j'essaye une typologie des premiers ministres, et pour Pierre Mauroy et pour d'autres, Michel Debré par exemple, je les ai qualifiés de premiers ministres maîtres d'œuvre, parce qu'ils ont quand même des ressources politiques importantes. Ça n'est pas simplement je cherche la deuxième catégorie. Ouais, ce n'est pas simplement des collaborateurs pour reprendre. Ça viendra plus tard, les collaborateurs dans l'histoire des premiers ministres. À Pierre Mauroy, comme expression. Mais effectivement, ça n'est pas des collaborateurs comme on a vu d'autres premiers ministres un peu plus effacés. On peut penser à Jean Castex, à Elisabeth Borne. Lui, Pierre Mauroy, il a des grandes ressources politiques. Il est maire d'une grande ville, il est un des leaders du Parti socialiste. Enfin, il n'est pas né de la dernière pluie. Et d'ailleurs, ça va peser pas mal dans ses relations avec François Mitterrand. Il sera un des rares premiers ministres à être capable d'imposer. Justement, je voudrais revenir. La relation avec François Mitterrand, c'est une relation que vous qualifieriez comment? C'est une relation de rapport de force à l'origine? C'est une relation de proximité entre les deux hommes? Comment vous caractériseriez, vous caractériseriez cette relation, ce rapport? Alors, je dirais que c'est une complicité rationnelle. C'est une belle typologie, ça. Oui, je vais pouvoir devenir porte-parole du gouvernement avec ça. Donc, complicité rationnelle, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie complicité. Et ça se retrouve à plusieurs reprises. Il y a une vraie sympathie entre eux. Ça se voit dès 1965, où ils vont se rencontrer, puisque Pierre Mauroy porte la campagne de François Mitterrand, candidat d'Union de la gauche dans le Nord. Et à partir de là, ils vont plus vraiment se quitter. Il y a un lien continu. Et d'ailleurs, quand François Mitterrand prend le Parti socialiste au congrès d'Épinay, c'est largement grâce au soutien de Pierre Mauroy, puisque François Mitterrand arrive avec peu d'adhérents et peu de votes dans l'escarcelle. Le gros des troupes, c'est Gaston Defferre et Pierre Mauroy. S'il n'y avait pas eu ce soutien, François Mitterrand n'aurait pas pu devenir le chef à Épinay en 1971. Donc ça a été décisif.
Et d'ailleurs, François Mitterrand en est tout à fait conscient, et il laisse une très grande marge de manœuvre dans la direction du PS à Pierre Mauroy jusqu'en 79. Ça, on en a déjà parlé. Même à Matignon, on retrouve cette complicité entre eux à de multiples reprises où François Mitterrand écrit des choses tout à fait sympathiques, ça on le voit bien dans les archives, à Pierre Mauroy et vice-versa. De la part de Pierre Mauroy, il y a un très grand respect à l'égard de François Mitterrand. Mais à partir de quel moment, à partir de quel moment François Mitterrand décide d'en faire son Premier ministre? Parce que c'est pas le cas en 74. Alors, c'est comme pour Dieu, hein, les voies de François Mitterrand sont impénétrables. Oui, on a compris. De Christian Sauter. Mais donc, c'est toujours évidemment difficile de retracer quand est-ce qu'à un moment donné, l'idée s'est faite. Pierre Mauroy dit que c'est lors de ses déjeuners avec François Mitterrand courant de l'année 80, donc après la rupture de Metz, hein, que François Mitterrand lui aurait dit qu'il formerait un ticket et que François Mitterrand deviendrait président et Pierre Mauroy Premier ministre. Sauf qu'on sait que François Mitterrand était souvent sibyllin et était tout à fait capable d'évoluer ou de dire parfois la même chose à différentes personnes. On se souvient des différents déjeuners qu'il a pu organiser avec les prétendants à Matignon et où il faisait mariner tout le monde. Et c'est à la fin où il désignait plus ou moins d'ailleurs qui serait le prochain Premier ministre. Donc il n'y a pas eu ça en 1981 parce que la situation ne s'y prêtait pas du tout, mais il aurait peut-être pu changer d'avis. Et j'essaie d'expliquer dans le livre justement que, à mon avis, s'il n'a pas changé d'avis ou qu'il a confirmé cet avis-là, c'est aussi parce que Pierre Mauroy s'impose en partie de lui-même. Déjà parce qu'il a été son numéro 2 pendant des années au sein du Parti socialiste, donc son rôle a été incontestable, qu'il est une des personnalités les plus respectées de ce parti. Il est aussi le meilleur dénominateur de l'ensemble du Parti socialiste. Il est à la jonction de toutes les tendances, dont on sait que le PS est riche, qui existent à cette époque-là. Et enfin, il incarne justement cette France populaire du Nord et qui accède pour la première fois véritablement au pouvoir. Donc, quelque part, sa nomination était un peu une évidence. C'est-à-dire que François Mitterrand, bien évidemment, tient compte du rapport de force et de l'aide que Pierre Mauroy lui a apporté dans la conquête du Parti socialiste, comme vous le dites, comme tu le dis, au moment du congrès d'Épinay, mais aussi il acte le fait que Pierre Mauroy incarne cette gauche populaire dont il a besoin pour conquérir le pouvoir. Ce sont les deux éléments et les deux paramètres qui vont présider au choix de François Mitterrand. Oui, tout à fait, et ce qui se retrouvera dans les phrases de Pierre Mauroy et de François Mitterrand le soir de la victoire, hein, cette idée que la majorité du pays a rejoint la majorité gouvernementale. Alors, venons-en quand même à un des tournants qui est un tournant majeur et qui d'ailleurs continue malgré tout à hanter l'histoire de la gauche près d'un demi-siècle, peut-être pas un demi-siècle, près de 40 ans après l'accession de François Mitterrand au pouvoir, c'est le tournant de la rigueur. Comment finalement Pierre Mauroy accepte ce tournant de la rigueur qui, d'une certaine manière, lui est aussi imposé par les circonstances? Oui, alors il ne fait pas que l'accepter, il l'endosse véritablement, et c'est en ça que c'est extrêmement courageux comme période. Il l'endosse, alors l'imposer, ça serait beaucoup dire à François Mitterrand, mais en tout cas, il convainc François Mitterrand, lui aussi, de l'endosser et de le mettre en œuvre. Alors, déjà, il faut dire que la rigueur, pour Pierre Mauroy, ça n'est pas une fin en soi, hein, comme pour certains, visiblement, ou qui s'arc-boutent sur cette donnée-là, notamment à droite, hein, où c'est assez classique, mais c'est plutôt un moyen, en fait. Un moyen déjà de sécuriser les grandes réformes sociales qui ont eu lieu en 1981. On ne va pas les rappeler parce que normalement tout le monde les connaît, hein, mais évidemment les 39 heures, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, donc toutes ces grandes les lois Auroux, toutes ces grandes réformes sociales sur lesquelles je reviens longuement évidemment dans le livre, eh bien, elles sont menacées quelque part par la période. On se souvient d'ailleurs, pour avoir fait court ce matin là-dessus, je me souviens d'autant plus qu'en 1936, les réformes du Front populaire, un an et demi après, sont déjà suspendues par le gouvernement de Daladier, en bonne partie, parce que la situation économique est dégradée, que les menaces sont de plus en plus présentes, et donc on s'en sert de prétexte pour les remettre en cause. Donc Pierre Mauroy, qui connaît bien l'histoire, et en particulier l'histoire de la gauche et du Parti socialiste, est conscient de tout ça. Et donc il ne veut pas que tout ça soit bradé au bout de seulement quelques mois. Surtout, il ne veut pas que l'expérience du pouvoir socialiste soit comme celle du Front populaire et encore pire, celle de Guy Mollet en 1956, c'est-à-dire extrêmement éphémère. Il veut enraciner le Parti socialiste au pouvoir et pour la première fois
gouverner durablement une législature, et pourquoi pas plus. Et en ça, il a plutôt bien réussi, puisque François Mitterrand est resté plus d'une décennie au pouvoir. Donc, quelque part, il contribue à faire du Parti socialiste un parti de gouvernement, si je comprends bien. C'est un des architectes de cette construction-là. Et oui, tout à fait. On le retrouve en fait ça dès les années 60, dans ses écrits des années 1960. C'est déjà un objectif, la conquête du pouvoir et d'assumer le pouvoir sur la longue durée. Et plus celui-ci s'approche, plus ça paraît extrêmement concret. Donc ça, c'est clairement effectivement un de ses objectifs. D'ailleurs, comment vit-il finalement, le désamour qui va s'installer à un moment donné dans l'opinion publique et l'impopularité? On a dit que Pierre Mauroy a beaucoup souffert justement du fait qu'il a dû endosser des politiques qui étaient des politiques de rigueur, d'austérité. D'ailleurs, il me semble qu'on disait à l'époque, une expression qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce qu'elle est plus, elle est plus convenable en termes de communication. L'austérité, c'était Barre, et donc Barre, rigueur, bien sûr, oui. Voilà, exactement. Mais ça, c'est très intéressant d'ailleurs d'analyser l'évolution sémantique des politiques publiques, en l'occurrence. Mais là, comment vit-il ce moment qui est quand même un moment qui va être difficile parce que il va lui aussi, en tant que Premier ministre, battre des records d'impopularité. Il n'est pas le seul. Et on a dit que c'est une période vraiment qu'il a très mal vécue. Est-ce que vous le retrouvez, vous, en tant qu'historien, dans les archives, dans les sources orales que vous avez pu aussi utiliser dans votre ouvrage? Alors, effectivement, c'est une période qui est extrêmement difficile. Il n'est pas le plus impopulaire parce que Barre avait, à la fin, été devenu très, très, très impopulaire. Oui. Alors, comme tous les anciens dirigeants politiques, il redeviendra populaire dans les années 80. Mais en 81, il est vraiment l'un des premiers ministres les plus impopulaires de France. Donc, Pierre Mauroy n'arrivera pas, je crois, au même niveau que lui en termes d'impopularité. Mais effectivement, il sera impopulaire et plus impopulaire que François Mitterrand qui, pour l'opinion publique, endosse moins cette colère sociale et économique. C'est pas facile. Je pense que ce qui a été le plus difficile pour lui, c'est la question de la désindustrialisation. C'est la gestion de la désindustrialisation. Puisque en 1981, dans le grand plan de relance, il y a beaucoup de choses qui concernent cette question de l'industrialisation et qui est largement menacée. Les années de 70 sont des années de crise. Les charbonnages sont très largement déficitaires. C'est le cas de la sidérurgie française aussi. Et les nationalisations et la relance économique de 80 est censée justement permettre cette relance de l'industrie. Mais en fait, ça ne se produit pas et la situation est de plus en plus désastreuse et va amener justement le gouvernement à prendre des décisions qui sont, pour Pierre Mauroy, assez difficiles. Mais il ne va pas reculer, et c'est ça aussi qui est très courageux, c'est qu'il va aller dans les territoires en pleine phase de désindustrialisation pour annoncer les plans, et il n'hésite pas à aller à la rencontre, parfois même physique, avec les ouvriers. Dans des phases où les tensions sont quand même très importantes. Aujourd'hui, on pense immédiatement aux agriculteurs, où les manifestations sont parfois houleuses, mais c'était particulièrement le cas à cette époque-là. Donc, il n'hésite pas à aller au contact pour expliquer. Parce que c'est avant tout un pédagogue. Quelque part, il n'a jamais cessé d'être prof et de vouloir expliquer ce qu'il met en œuvre et pourquoi c'est nécessaire, selon lui. Ce qui est intéressant aussi, et là où les archives étaient assez riches, c'est de montrer que ces plans de désindustrialisation, Pierre Mauroy cherche toujours à améliorer la condition des ouvriers. Dans les propositions qui lui sont faites, systématiquement, il les retoque pour essayer d'améliorer les conditions de rémunération, les conditions de départ, la question des retraites anticipées. Donc il a gardé ce souci de la classe ouvrière, sans doute aussi parce que lui la connaît très très bien, beaucoup mieux que d'autres. Oui, parce qu'il vient d'une région aussi, ce qui pèse beaucoup. Alors, un dernier point avant qu'on passe aux questions et aux commentaires, aux observations des uns et des autres. Il y a quand même toute une partie qui est consacrée au monde, le Premier ministre et le monde, et à la relation de Pierre Mauroy au monde. Est-ce que c'est un Premier ministre qui s'implique fortement dans les sujets internationaux et comment il gère ça lorsqu'il s'implique avec quand même le président de la République, François Mitterrand, qui, lui, a d'une certaine manière le leadership sur cette politique internationale? Oui, tout à fait. Alors, ça permet de revenir sur cette question du fameux domaine réservé. Donc, pour les étudiants, le domaine réservé, c'est le domaine qui est censé avoir le président de la République et qui aurait une autorité supérieure sur les affaires étrangères et la défense. Sauf que tous les experts parmi vous savent domaine partagé. Le domaine réservé n'existe pas constitutionnellement. En fait, c'est une invention de Jacques Chaban-Delmas en 1959 pour légitimer une autorité particulière du général de Gaulle
sur ces deux domaines qui évidemment étaient des domaines clés. Mais la Constitution dit clairement que la politique étrangère revient au gouvernement et au Premier ministre, et la défense revient là aussi au gouvernement et au Premier ministre. C'est les articles 20 et 21 de la Constitution. Alors certes, le président, c'est lui qui signe les traités, et il est le chef des armées, mais la Constitution ne dit pas beaucoup plus sur ce que ça signifie concrètement, et c'est là où l'interprétation, évidemment, l'exégèse est absolument importante. Alors, François Mitterrand avait sans doute aussi déjà une lecture de la Constitution qui était beaucoup plus respectueuse de la lettre de 1958 que les interprétations qui en ont été faites par la suite. Et il laissait quand même beaucoup de marge de manœuvre à ses premiers ministres, y compris dans ces domaines-là. Ça va se retrouver à plusieurs reprises. Et Pierre Mauroy, eh bien, il va beaucoup s'investir sur l'international. Juste une petite remarque. Également avec Michel Rocard. Un peu moins, parce que c'est la période où il y a la chute du mur de Berlin et où il y a la guerre froide. Et ça, François Mitterrand va s'en occuper évidemment au premier chef. Michel Rocard étant beaucoup plus tourné vers la politique intérieure. Non pas que ça l'intéressait pas la politique extérieure, au contraire, mais en plus il n'y avait pas forcément la même lecture des événements, exactement la même lecture. Donc il n'est pas vraiment allé enfin, il est moins allé que Pierre Mauroy sur ce terrain-là. Pierre Mauroy, il va beaucoup voyager. Il est le Premier ministre. Il est un des premiers ministres qui ont le plus voyagé durant les 3 années où il est à Matignon. Et ça, c'est pas absolument évident, puisque théoriquement, il y a une continuité du pouvoir et évidemment, les deux présidents et premiers ministres ne peuvent pas être à l'étranger au même moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez singulier. Et en plus de ça, eh bien, Pierre Mauroy a déjà des bonnes relations avec un certain nombre de dirigeants internationaux. Parce que lui-même a beaucoup côtoyé l'internationale socialiste, qui finira d'ailleurs par présider en 1992, preuve de sa notoriété à l'international. Et il a d'excellentes relations avec toute la social-démocratie du Nord, Olof Palme, mais même aussi avec les socialistes allemands, avec lesquels François Mitterrand n'a pas toujours eu des très bonnes relations. Ça a parfois été tendu, notamment avec Willy Brandt dans les années 70, ou même avec Helmut Schmidt. Ils n'ont pas toujours eu exactement les mêmes points de vue. Donc Pierre Mauroy va, en quelque sorte, utiliser ces excellentes relations. Il va aussi beaucoup s'investir dans les pays qui n'intéressent pas ou moins François Mitterrand. Alors il y a clairement des domaines où François Mitterrand a le leadership. C'est évidemment toutes les questions africaines, l'Amérique latine. Quand même, les relations avec l'Allemagne sont largement du ressort de l'Élysée. Mais pour tout le reste, on va pas mal retrouver Pierre Mauroy. Ça sera le cas en partie pour l'Amérique du Nord. C'est lui qui a pour charge de convaincre George Bush père, qui est à l'époque vice-président de Reagan, que la politique menée n'est pas une politique communiste, puisque les Américains voient quand même tout ça d'un très mauvais œil. L'entrée des ministres communistes au sein du gouvernement, c'est évidemment quelque chose qui passe plutôt mal. Donc c'est Pierre Mauroy, parce qu'il est perçu comme plus crédible économiquement, qui est envoyé pour faire ça. Et puis on va le retrouver quand même pas mal dans les relations avec l'Allemagne, pour gérer tout ce qui va être la politique agricole. C'est la grande époque des montants compensatoires. Tout le monde a oublié cette question-là. Oui, à l'époque, c'est un gros enjeu des débuts des années 1980. Donc il va beaucoup s'investir dans les relations internationales, beaucoup plus que la très grande majorité des autres premiers ministres. Il s'investit beaucoup dans la relation franco-algérienne, apparemment, aussi. Ah oui. Oui, j'en parle parce que c'est un sujet qui est pour nous un sujet d'actualité à la revue politique et parlementaire. Mais je peux peut-être en dire un mot, d'ailleurs. J'en dirai un mot peut-être tout à l'heure, oui. D'accord. Donc effectivement, la politique algérienne, ça va être un moment important. Alors ça paraît tellement lointain maintenant, cette question, puisque c'est un grand moment de réconciliation, en fait, entre la France et l'Algérie. Il y a le président algérien qui va venir en France et François Mitterrand qui va venir en Algérie. Il y a des partenariats économiques qui sont tissés, des partenariats industriels, et c'est Pierre Mauroy qui va beaucoup faire le go-between entre les deux entités. Peut-être parce qu'il avait moins de difficultés dans la relation avec l'Afrique du Nord. Merci en tout cas pour ces premiers éléments d'éclairage, et peut-être qu'on va passer aux questions et aux commentaires. On peut l'applaudir, oui. Non, bon, moi... Question. Vous avez la parole. Il y a un micro. Alors, voilà. Qui m'a retweeté tout à l'heure. Oui, c'est juste pour vous poser une question qui n'est pas fondamentale, mais quand même intéressante dans la personnalité de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, c'est un catholique. Oui, c'est vrai. Et il le rappelle souvent. Et je voulais
que vous nous expliquiez comment vous voyez-vous le fait que non seulement il était catholique, sa mère était catholique, bref, c'est un ancrage très fort pour lui, et que ça a été quand même celui qui a fait en sorte que le service d'éducation, d'enseignement soit justement un service qui soit laïque, universel en France, etc. Donc unifié surtout. Et donc comment, évidemment, il est sorti de Matignon sur ce sujet-là, qui peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce qu'il ressentait, sa formation et ses liens forts avec le catholicisme. Merci beaucoup. Je pense que vous pourriez presque plus répondre à la question que moi. Si vous voulez, je peux donner peut-être. Des éléments. Si j'oublie des choses, vous pourrez donner des éléments complémentaires. Tout à fait. Donc oui, alors j'ai dit que son père était laïque, mais sa mère, elle, était assez pieuse, catholique. Il a toujours gardé un très grand respect à l'égard de la religion. Ça se retrouvera notamment dans le fait qu'en 84, puisqu'on parle des manifestations autour du Grand Spulen, il va en voyage à Rome pour essayer de convaincre le pape de ne pas soutenir l'épiscopat français et d'éviter qu'on ait toutes ces grandes manifestations qui se mobilisent au même moment. Bon, il va échouer, évidemment, mais la relation avec le pape est plutôt bonne et Jean-Paul II va même lui donner un chapelet pour sa maman, puisqu'il avait été averti que sa mère était très pieuse. Et pareil pour ses obsèques, il y a eu toute la question de savoir s'il aurait des obsèques religieuses ou pas, et il a fait le choix finalement des obsèques religieuses. Donc il a gardé un certain attachement à la religion, lui-même disait que sans être pratiquant, il avait une certaine croyance dans une entité supérieure, une force supérieure. Je pense que pour lui, il n'y avait pas forcément de paradoxe, il n'y avait pas forcément d'opposition entre d'un côté l'idée que la religion pouvait être importante pour les individus dans leur manière de se structurer, et en même temps la volonté que la laïcité soit toujours la norme dans l'espace public, et que dans l'éducation, celui-ci soit le plus neutre religieusement possible. Parce que c'est une question d'égalité, en fait. Et dans le Nord, ça se retrouve beaucoup. Il y a toujours ce clivage très fort entre l'enseignement libre, qui est un enseignement largement confessionnel, et l'enseignement public. Et parce qu'il avait vu que l'enseignement public était le moteur de l'ascension sociale, il avait envie de défendre cet enseignement public. Même si le Grand Spulen n'est pas l'asservissement de l'enseignement libre et confessionnel. Il ne le fait pas disparaître, contrairement à ce que beaucoup ont cru en 1984, en partie instrumentalisé par la droite et dans une moindre mesure par l'épiscopat. Ça n'est pas un projet de fusion totale et définitive de l'enseignement libre et confessionnel et de l'enseignement public et laïque. Une question pour compléter. Est-il plus convaincu que François Mitterrand sur ce projet ? Ah oui, mais je me reprends. Non, je pose des questions. La position de François Mitterrand là-dessus a été, alors globalement, et de soutien à la politique de Pierre Mauroy. Et là, on a des notes où il le soutient. Il lui dit même parfois d'accélérer sur le dossier de la réforme Savary. Il y a aussi une autre note qui est très intéressante, puisque Pierre Mauroy fait en avril 84, si mes souvenirs sont bons, un deuxième discours de politique générale qui vise avant tout, en fait, à appuyer la politique industrielle. Et dans ce deuxième discours de politique générale, il avait tout un long paragraphe sur l'enseignement, sur le projet de Spulen, sur le projet de réforme Savary. Et François Mitterrand, en fait, l'a incité à supprimer ce passage, ou en tout cas à le réduire très nettement. Alors là, ça laisse la porte ouverte aux interprétations. Est-ce que c'est parce que lui-même, à ce moment-là, n'y croyait plus ? Et on sait qu'effectivement, par la suite, il va contribuer à enterrer le projet. Ça sera l'annonce d'abord du référendum sur le référendum, parce qu'il ne peut pas y avoir, qui est un peu tordu quand même, il ne peut pas y avoir de référendum sur un sujet comme ça, effectivement. N'oublions pas qu'il y a des élections européennes aussi. Et il y a des élections européennes, effectivement. Qui ont certainement joué un rôle important aussi. Qui ne sont pas très bonnes pour le Parti socialiste, effectivement, qui voient l'essor de l'extrême droite. Bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, la position de François Mitterrand est, on va dire, peut-être un peu moins ferme que celle de Pierre Mauroy, qui lui avait ça chevillé au corps. Pourtant, lui-même le dit, c'était pas non plus le grand projet de tout son gouvernement. Il y a aussi l'usure de pouvoir qui rentre en compte, et en 84, il s'accroche pas non plus. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il a fait son temps, qu'il faut un nouveau souffle, que ça n'est pas forcément lui qui est le mieux à même de l'incarner. Déjà en 83, au moment du tournant entre guillemets de la rigueur, il savait que son poste était en jeu et qu'il aurait pu partir. D'autres questions ?
Bernard de Rosier. Bernard de Rosier, je voudrais d'abord, au nom de l'Institut Pierre-Mauroy, que j'ai l'honneur de co-présider avec Michel Thauvin, remercier Pierre-Emmanuel Guigaud d'avoir publié cette biographie de Pierre Mauroy. Ensuite, je me permettrai, non pas de corriger le professeur d'histoire, parce que je n'en suis pas capable, mais d'apporter quelques modestes contributions à ce que tu as pu dire, Pierre-Emmanuel, à propos notamment de Pierre Mauroy et sur une question de M. Benedetti. Pourquoi est-il allé vers la SFIO plutôt que vers le Parti communiste? Je pense, pour avoir fréquenté Pierre Mauroy pendant 50 ans, et pour avoir mené ma propre vie politique dans son sillage, qu'il avait d'abord un attachement à Léon Blum, un intérêt pour Léon Blum, pour le gouvernement de Front Populaire, pour Léo Lagrange, dont il citait souvent qu'il était venu le voir dans son école. Bref, il y avait déjà cette espèce de filiation à laquelle il faut ajouter quand même les dérives du stalinisme qui s'étaient pointées dès la Révolution, dès 1920 et par la suite, les propos de Torres à l'encontre de Léon Blum, bref, tout cela avait créé chez Pierre Mauroy un sentiment de réserve, pour ne pas dire davantage, vis-à-vis du Parti communiste. Sur Pierre Mauroy et la laïcité, tout ce que tu as dit, Pierre-Emmanuel, est tout à fait vrai, notamment sa mère, à laquelle il était très attaché. Il était laïque sans être anticlérical. Et donc les illustrations que tu as données de ses obsèques, de tout cela, ce qui pouvait éventuellement un peu insatisfaire le laïcard que j'étais, et que je suis encore un petit peu sur les bords, dans mes légères divergences avec Pierre. À propos des syndicats, je n'ai pas encore eu le temps de lire ton livre, Pierre-Emmanuel, et sans doute en parles-tu, mais à un certain moment de sa vie, politique et syndicale, il aurait pu être secrétaire général de la Fédération d'éducation nationale. Cela lui était proposé. Il avait créé le SNETAA, le syndicat national des enseignements techniques, rattaché à la FEN, à la majorité de la FEN, et on lui proposait de devenir secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, ce qu'il a décliné, préférant s'orienter vers la vie politique plutôt que vers la vie syndicale. Enfin, Pierre Mauroy a été aussi conseiller général, je pense que tu dois en parler sans doute, seulement pendant 6 ans, mais je peux dire, pour avoir fait fonctionner cette maison, le Conseil général du Nord, qu'il a donné, entre 67 et 73, moi j'y suis arrivé en 73, il a donné une impulsion à cette assemblée un peu ronronnante, qu'étaient les conseils généraux à cette époque-là. Et il l'a évidemment traduit ensuite dans la décentralisation. Gaston Defferre, certes, était ministre, François Mitterrand était président de la République. Je crois qu'on ne peut pas dire que François Mitterrand était vraiment attaché à la décentralisation. Et Gaston Defferre l'était sans doute un peu plus, mais le véritable père de la décentralisation, c'est à mes yeux Pierre Mauroy, qui a voulu donc donner réellement la possibilité aux élus locaux d'exercer leurs responsabilités. Merci pour cet éclairage, ce complément. Juste vas-y, bien sûr. C'est complément. Ouais. Mais merci beaucoup Bernard de Rosier, que je remercie aussi parce qu'il m'a beaucoup aidé pour la rédaction de la thèse et l'Institut Pierre Mauroy plus généralement. L'attachement à Blum, effectivement, j'aurais dû en parler, c'est effectivement décisif. Et puis surtout à Léo Lagrange, qui a été la figure tutélaire pour lui, puisque c'était le député de sa circonscription. Alors, je ne suis pas sûr que mes étudiants voient qui est Léo Lagrange, mais pourtant c'est un précise essentiel, pour tes étudiants. Puisque c'est le ministre du Front populaire en charge du temps libre, de la jeunesse et des sports, à une époque où c'était des questions qui en fait n'existaient pas dans les gouvernements classiques jusque-là. Et Pierre Mauroy a créé, bien sûr, tout à fait. Et tout à fait, et les clubs Léo Lagrange montrent bien qu'à l'époque, le Parti socialiste, c'est pas juste une machine électorale, mais c'est vraiment un lieu de vie. C'est une société en soi. Donc c'est ça qui est intéressant avec ça, et je regrettais de ne pas l'avoir évoqué, donc merci de m'avoir fait penser. Sur la FEN, effectivement, il semble qu'il aurait été tout près de diriger la FEN. Il s'est beaucoup investi dans l'enseignement, dans le syndicalisme enseignant, à une époque où celui-ci est sans doute à son apogée.
Il écrit notamment, c'est lui qui rédige essentiellement la revue du SNETA. D'ailleurs, les exemplaires sont conservés par la Fondation Jean Jaurès dans les archives. C'est tout à fait intéressant, je les ai lus pour le livre. Et conseiller général dans le Nord pendant 6 ans, oui, de 67 jusqu'au moment où effectivement il va devenir maire et député. D'ailleurs, en tant que Régina Burgien, ça me permet de préciser qu'il n'a pas été élu que dans le Nord, puisqu'il a d'abord été élu conseiller municipal, son premier mandat. Il est conseiller municipal à Cachan. Ah bah, je vois qu'il y a plein de gens qui le savent. Et c'est pour ça qu'à Cachan, il y a une rue importante. Oui, vous connaissez bien l'histoire. Il y a une rue Pierre-Mauroy comme conseiller municipal de Cachan entre 1965 et 1971. Juste une question aussi sur la genèse. Quelle est sa relation avec Guy Mollet? Gros sujet. Ouais, c'est 2 chapitres dans le livre. Non, mais faut les aborder, c'est vrai. Faut les aborder. C'est 2 chapitres dans le livre. Alors, c'est une relation. Alors, tout à l'heure, j'ai dit complicité rationnelle. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Il y a du respect, ça c'est très clair, parce que pour lui, Guy Mollet incarne la figure du dirigeant socialiste tel que celui-ci s'est reconstruit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, il a beaucoup de respect pour lui. On le retrouve à travers les lettres qu'ils échangent. Mais en même temps, il saura aussi prendre ses distances quand il le faut. Alors que Guy Mollet est à la tête du gouvernement et mène la politique de répression qu'on sait en Algérie, Pierre Mauroy et les jeunesses socialistes vont prendre ses distances et vont critiquer, alors surtout en interne, les positions de la SFIO. On a d'ailleurs dans les archives des échanges de lettres avec Guy Mollet où il demande des explications, alors poliment évidemment, à Guy Mollet, notamment sur ce qui commence à être connu, c'est-à-dire l'usage de la torture. Et donc Guy Mollet, qui respecte aussi beaucoup Pierre Mauroy et le chef des jeunesses socialistes, lui fait une longue lettre d'explication pour dire à quel point Pierre Mauroy n'a pas forcément bien compris, que non, il n'y a pas d'usage de la torture, etc. Ce qui se révélera finalement assez faux. Néanmoins, il n'y a pas de rupture. Pierre Mauroy ne va pas choisir, comme certains vont le faire, la scission et le départ du Parti socialiste. Il reste fidèle à la SFIO. Et il ne choisira pas, comme Michel Rocard, de partir pour fonder le PSA en 58, ni même de rejoindre le PSU dans les années 60. Il reste fidèle à la SFIO, et quand même, il reste un lien assez fort avec Guy Mollet. Et ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'avait jamais été vu. Je le dois à Gilles Candard, qui le premier m'a alerté là-dessus. C'est que Pierre Mauroy est candidat aux élections législatives dans la circonscription des Hauts-de-Seine en 1958, dans le sillage en fait de Guy Mollet. C'est une candidature qui a été suscitée visiblement par Guy Mollet, entre autres pour empêcher l'ascension de ceux qui viennent de faire scission et qui viennent de fonder le PSA. En tout cas, pour représenter dans la circonscription la SFIO traditionnelle. Donc il n'y a pas de rupture, et d'ailleurs c'est Guy Mollet qui le rappellera en 63 pour les plus hautes des instances de la SFIO. La rupture finale, elle est en 69, au moment où Pierre Mauroy est censé succéder à Guy Mollet, et que celui-ci va lui faire un coup de Trafalgar en soutenant plutôt Alain Savary que son jeune poulain dont il se méfiait trop et dont il savait qu'il pesait beaucoup. Oui, c'est dans ces locaux-ci que tout ça s'est passé, c'est assez stupéfiant. Et donc il va lui barrer la route. Pierre Mauroy se vengera bien 2 ans plus tard en barrant définitivement la route à Guy Mollet et en choisissant François Mitterrand, que Guy Mollet détestait. Le micro, là. Ah bon, monsieur. Désolé, moi j'ai une connaissance beaucoup plus parcellaire que l'Assemblée, je crois, de Pierre Mauroy, mais j'avais une question sur le tournant de la rigueur. Et qu'est-ce qui avait pu expliquer finalement dans le parcours de Pierre Mauroy, notamment sachant qu'il venait d'une origine plutôt modeste, pas forcément d'équivalence, mais qu'est-ce qui a pu expliquer qu'il soutienne plus que François Mitterrand, plus que d'autres, ce tournant dans sa vie politique? Il l'a un peu dit, je pense, Pierre-Emmanuel, mais bon, pour lui, c'était je pense qu'il a toujours sécurisé, d'une certaine manière, les réformes sociales. Oui, tout à fait, s'installer dans la durée, donc ne pas tomber sur une grave crise, parce que j'ai cité le Front Populaire, mais il y a aussi 24, qui est dans les mémoires de beaucoup de gens, donc c'est le cartel des gauches, qui sombre dans la catastrophe en 2 ans, parce qu'il savait truquer les comptes de la nation. Sujet qui est redevenu d'actualité récemment. Ça arrive, ça. Ouais, ça arrive. Il y avait un précédent à Bruno Le Maire. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a aussi le fait qu'il est toujours resté quand même fidèle et toujours assez sceptique
à l'égard des visions un peu révolutionnaires de l'économie, un peu dirigistes. Lui, il va être dans quelque chose de beaucoup. C'est un réformiste. C'était un réformiste. C'était Réformiste. complètement réformiste. Et encore une fois, une époque où c'est pas du tout tendance au sein du Parti socialiste. Hein. Dans les années 60, il défend déjà cette ligne-là. Le grand mot de son club, c'est il faut pas casser la machine économique. Et juste, Ça a bien été je montré voulais par faire Arnaud Dupin notamment. Je voulais juste faire une follow-up, j'ai pas eu le temps. Vous diriez qu'aujourd'hui, il a laissé une trace finalement dans le. Enfin, il y a une trace importante aujourd'hui dans le Parti socialiste de la pensée de Pierre Mauroy, de ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas un commentateur d'actualité, mais je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Non, même si je l'ai fait tout à l'heure, j'aurais pas dû. Mais c'est dans la conclusion, en fait, j'essaie de développer un petit peu la mémoire, alors de Pierre Mauroy plus généralement, dans le Nord, au niveau national généralement, et puis au PS en particulier. Je pense qu'au PS, sa mémoire est quand même encore bien connue parce qu'il a dirigé ce parti déjà, parce qu'il a créé la Fondation Jean Jaurès qui nous accueille aujourd'hui et qui est une institution importante dans la défense de l'histoire socialiste et sa valorisation, et aussi dans la recherche en fait d'une nouvelle pensée. Donc pour tout ça, je pense que sa mémoire est encore bien connue. Le fait est qu'après, la mémoire politique en général, n'étant pas forcément énormément cultivée à l'heure actuelle, et je ne parle pas spécialement du Parti socialiste, mais plus généralement dans le paysage politique, et que les partis politiques récents, enfin les organisations politiques récentes, s'étant construites en disant qu'elles balayaient l'ancien monde, elles ne valorisent pas spécialement le passé. Oui, mais il y a des cycles. Oui, non, mais simplement, vous parliez du rôle de Pierre Mauroy à l'international. Ça a commencé très tôt, quand il a créé la Fédération des villes jumelées, d'une part, où il y a eu tous ces jumelages, d'abord européens et puis ensuite plus loin. Et après, quand il a créé la Fédération mondiale des cités unies, auquel, pour ma part, moi j'ai participé en étant adjoint au maire de Paris en charge de l'international, et le rôle important, parce qu'il a rencontré à ce moment-là plein de ses anciens collègues, que ce soit Georges Sampaio, que ce soit Willy Brandt, qui étaient membres de ces grandes associations. Et même maintenant, quand nous avons créé la grande fédération il y a quelques années, Pierre Mauroy était intervenu. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait tenu à ce qu'il intervienne devant tous les maires du monde. Et il avait un rôle très, très, très important jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, moi j'ai voyagé avec lui au Liban, aux États-Unis. Il était écouté. Et c'est cet aspect-là, moi, que j'ai connu plus, hein, évidemment. Mais ce rôle-là était assez important. Christian Sauter, je crois que vous avez une question, ou une remarque, une observation, un commentaire, enfin, peu importe. Oui, c'est d'abord un témoignage pour aller dans le sens de ce que vous avez dit sur le rôle de Pierre Mauroy dans la désindustrialisation. L'industrie française est profondément en crise et Pierre Mauroy a présidé de très nombreux comités interministériels pour aborder des problèmes très concrets, la sidérurgie, les charbonnages, etc. Et il a pris à chaque fois des décisions tout à fait courageuses. Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y avait des comités interministériels. C'est-à-dire que, comme vous l'avez expliqué, François Mitterrand, comme certains présidents, ne s'occupait pas de tout. Hein. Il déléguait, surtout sur des dossiers difficiles, il déléguait beaucoup au Premier ministre Pierre Mauroy. Bon. Ça veut dire aussi, et là je dois dire mon immense respect pour Pierre Mauroy a été à Denain expliquer aux mineurs qu'il allait fermer les charbonnages, la sidérurgie, ouais. C'était la sidérurgie. Bon. Donc, il fallait un courage extraordinaire, hein, non seulement pour prendre la décision, mais aussi pour l'expliquer. Bon, juste une autre remarque à propos du tournant de la rigueur. Pierre Mauroy était entouré, avait auprès de lui des économistes, ce qui est toujours mauvais. Bon, et il avait une très grande culture politique et économique, et il savait que si on avait continué sur la trace 81-83, non seulement les réformes sociales auraient été
immédiatement remise en cause. Et la malédiction de la gauche, jusque-là, c'était de sauter au bout de 2 ans. Bon. Oui. Mais il avait peut-être, comme moi, mais le souvenir de 1956 où les Français ont vu débarquer le Fonds monétaire international. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2010. Et ça, viscéralement, il a été opposé à ce que toute souveraineté en matière politique, en matière économique, en matière sociale, soit abandonnée au profit du Fonds monétaire international. Donc, ce tournant de la rigueur a été un arrachement, je pense aussi un acte de responsabilité auquel je vais associer Jacques Delors, dont personne a parlé jusqu'à présent, mais qui a été auprès de Pierre Mauroy un allié extrêmement important. Merci. Derrière, là, voilà. Juste, parce que... Et après, oui. Ouais. Bon, comme un certain nombre ici, j'étais un témoin. Et effectivement, Mauroy, je pense que son expérience municipale et locale a été décisive, parce que c'est ça qui lui a appris à toujours élargir et à jamais jeter. Je dis, ça commence quand il réussit à faire, comme c'était obligatoire, une liste d'union de la gauche dans une ville qui était typiquement la ville de collusion des socialistes, des indépendants et paysans et des MRP. Il réussit à faire une liste dans laquelle il ne perd aucun des représentants de la bourgeoisie lilloise qui étaient là au titre des indépendants et paysans. Il ne perd aucun MRP et il ajoute les communistes. Et ça, c'est une dimension importante, comme il le fait après à la région. Et ça, une des raisons pour lesquelles Mitterrand fait de lui le Premier ministre, c'est d'abord parce qu'il y a une loyauté. Je crois que le mot que tu n'as pas prononcé, c'est la loyauté. Chez Mauroy, c'est essentiel. Mitterrand savait que Mauroy était loyal. Mauroy ne demandait qu'une chose à ses collaborateurs, à ses alliés, c'est d'être loyaux. Et c'était leur affaire morale et pas la sienne. Bon. Mais donc, les communistes, ils s'imposent parce que les communistes ont confiance en lui. Ils ont travaillé avec lui, ils ont le souvenir d'une histoire que vous évoquez peut-être, qui est cet épisode où il renonce à une priorité qu'il avait pour être le candidat du 2e tour d'une union de la gauche, et il arrive en tête, et il renonce à ce privilège, parce que dans une circonscription à côté, dans le Nord, un socialiste, lui, s'est présenté contre le communiste au 2e tour, alors qu'il était arrivé derrière. Tout ça sont des éléments qui font que Pierre Mauroy, il est puissant, moins qu'il ne le pensait, le congrès de Metz l'a démontré, au Parti socialiste, qu'il est loyal et qu'il a la confiance des communistes, lesquels d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ont saisi la première occasion, le départ de Pierre Mauroy, pour ne pas rester au gouvernement. Bien, donc ça c'est important. Pierre Mauroy, il a donc appris ça. On élargit toujours, et c'est une des explications pour lesquelles à Metz, il rompt. Il se met contre François Mitterrand, parce qu'il comprend que François Mitterrand veut à Metz non seulement gagner sur Michel Rocard, mais quelque part renvoyer Michel Rocard. Et il dit, moi je n'ai pas fait les assises du socialisme pour que Michel Rocard soit débarqué. Il y a donc une solidarité aussi, une loyauté à l'égard de Rocard, qui fait qu'à Metz, effectivement, il est dans la minorité. Bon, mais il y a toujours cette loyauté, et on l'explique. Puis dernier point, je l'ai souvent dit, Mauroy, il avait une boussole. C'était un homme qui ne savait pas toujours où il fallait aller, mais il avait la conscience extraordinaire de là où il ne fallait pas aller. On parlait économie. Je ne pense pas que sa référence était 56. Moi, je me souviens en parlant avec lui, quand il va voir François Mitterrand et qu'il lui dit, au moment du tournant de la rigueur, la sortie du serpent monétaire européen qui tentait Mitterrand. Et Pierre Mauroy lui dit, écoutez, ça, moi, si c'est ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas conduire sur le verglas. Et son souvenir, m'a-t-il dit, c'est la dégringolade du gouvernement Wilson. Et donc, il sent qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne contrôle plus. En plus, il était pilote et il savait que quand on perdait... et ça, c'est vraiment très important, cette idée. Plus cette fidélité de principe, d'origine, à la classe ouvrière qu'il a connue, j'allais dire, pas si près que ça,
Mais là aussi, il y a quelque chose d'instinctif qui faisait que ça faisait partie de ses boussoles et qu'il savait effectivement que si on perdait, on ne s'appelait pas les masses populaires, la classe ouvrière, eh bien effectivement, on perdait ce qui était la raison même du Parti socialiste. Et c'est vrai que l'avenir a prouvé que ces craintes étaient justifiées. Je voudrais juste revenir les communistes, peut-être, sur les communistes, oui. sur la relation avec les communistes. C'est tout à fait exact ce que vous avez dit sur le fait qu'effectivement, il était censé remporter en fait une élection législative, et à 2 reprises, il va en 67 et en 68, il va se démettre pour permettre au candidat de l'emporter. Alors ça va marcher en 67, ça va pas marcher en 68 parce qu'il y a la vague bleue qui va submerger tout le monde. Et du coup, après ça, ses relations avec les communistes sont effectivement plutôt bonnes. Les communistes ont une bonne impression de Pierre Mauroy. Ça va aider en 72 au moment du programme commun. Et au gouvernement, ça aussi, ça m'a surpris à quel point la loyauté, puisque le mot a été cité, des communistes à l'égard du gouvernement est incroyable. Les relations sont même parfois bien meilleures entre les ministres, enfin entre Pierre Mauroy et les ministres communistes que entre certains ministres socialistes et Pierre Mauroy. Notamment Charles Fitterman est vraiment le personnage clé, et dans les cartons d'archives Fitterman, ici à la Fondation Jean Jaurès, dans le fond Pierre Mauroy, on a énormément de lettres qui montrent une très grande confiance et une sympathie réciproque qui s'est mise en place et qui va vraiment très très bien fonctionner sur toute la période. Fitterman est un peu le représentant auprès de Mauroy des ministres communistes. Et ça va vraiment très très bien marcher, à tel point qu'au moment au moment du tournant de la rigueur, on pourrait s'imaginer que les communistes disent bah non, c'est sans nous, c'est pas possible. D'ailleurs, Georges Marchais sur le terrain pousse plutôt dans ce sens-là, et Charles Fitterman dit à Pierre Mauroy, si Pierre, tu considères que c'est la bonne chose à faire, on te soutiendra, on le fera. Donc c'est assez impressionnant de voir cette solidarité des ministres communistes. Vous parliez de la hauteur de vue de Pierre Mauroy et des dirigeants de l'époque, mais c'est aussi le cas des ministres communistes, des 4 ministres communistes du gouvernement Pierre Mauroy. Question. Je m'appelle Jacques-Roger Machard. Je n'étais pas du tout premier cercle des amis de Pierre Mauroy, mais tout proche. C'est-à-dire que je n'étais pas originaire du Nord, Pas-de-Calais, et que j'avais rejoint Pierre Mauroy à l'occasion du congrès de Metz. Je suis de formation ingénieur, je venais de l'industrie. J'étais collaborateur d'Alain Savary, que j'ai entraîné à choisir Pierre Mauroy. Je voudrais insister sur un aspect que vous avez évoqué, mais qui me paraît très fondamental dans le parcours politique et ce dont Pierre Mauroy était porteur, c'était sa culture technique, industrielle. Il n'était pas de très grande formation scientifique, mais il avait une très forte sensibilité à l'égard du progrès scientifique et technologique. Et ses gouvernements ont donné beaucoup d'importance à l'industrie, non seulement, comme ça a été évoqué, pour porter les reconversions industrielles nécessaires du fait de la conjoncture et des changements technologiques, mais aussi pour promouvoir une vision positive de l'industrie. Or, après Pierre Mauroy, à peu près tous les responsables de la gauche qui se sont succédés ont complètement oublié cette culture industrielle, cette culture scientifique et technologique, et sont en partie responsables de la désindustrialisation du pays. Et aujourd'hui, je me réfère à Pierre Mauroy dans ce que j'ai entrepris, que j'intitule un think tank progressiste pour la social-démocratie, progressiste au sens technologique et scientifique, en me référant à Pierre Mauroy qui, historiquement, je m'adresse à un historien politique, historiquement, Pierre Mauroy a été le porteur de cette vision industrielle et scientifique qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Merci pour ce témoignage. Juste pour compléter, les plans d'accompagnement de 83-84, pour lui, ne signifient pas la fin de l'industrialisation française. En fait, l'idée, c'est de limiter certains éléments qui sont vraiment les plus en déficit pour mieux repartir par la suite. Ça n'est vraiment qu'après, effectivement, qu'on va avoir des choix politiques qui seront différents. Allez-y, alors le micro. Oui, le micro est important. Je voudrais juste rappeler pour l'histoire combien Pierre Mauroy était sensible aussi au statut des femmes en France. Oui. Et en particulier combien il a soutenu Yvette Roudy, y compris pour le début du remboursement de l'IVG.
pour lesquels d'ailleurs François Mitterrand s'était opposé. Et il y avait envoyé un petit mot. On a le mot dans les archives. Voilà, absolument. Qui est intéressant. Mais bon, il y avait aussi l'égalité professionnelle femmes-hommes, qui était la première fois qu'on légiférait là-dessus. Donc, je trouvais que c'est intéressant juste d'en dire un mot. Alors juste, puisque le mot est dans les archives, donc il y a la petite note. François Mitterrand écrit à Pierre Mauroy, vous n'auriez jamais dû faire ça, vous auriez dû m'en parler avant, puisqu'ils annoncent le remboursement de l'IVG avec Yves Trudy un 8 mars, journée des droits des femmes, qui effectivement qui devient journée un peu nationale. Et donc effectivement, mais après François Mitterrand lui rajoute que maintenant c'est fait, et donc ils ne reviendront pas dessus. Allez-y. Oui, bonsoir. Je voudrais juste apporter une toute petite contribution à partir de 1992, puisque c'est à ce moment-là que Pierre devient président de l'Internationale socialiste. Et je dirais que dans le cadre de ses fonctions de président, si Willy Brandt, qui l'avait précédé, avait ouvert l'Internationale essentiellement aux pays d'Amérique du Sud, c'est vraiment Pierre qui a été l'acteur de l'ouverture de l'Internationale au continent africain. Et ça, je le souligne parce que, bon, et on va même participer à ces choses. Puis on a décidé de fonder le Comité Afrique en 1993 à Lisbonne, ce qui explique que quelqu'un qui a eu un destin après Antonio Guterres a été le président du Comité Afrique, c'était un peu curieux, mais après il y a une coprésidence, puis une présidence africaine. Et quand Pierre Mauroy a pris l'Internationale socialiste, il y avait 4-5 partis africains qui en étaient membres, et à la fin, au moment du congrès de 99 en novembre, il y avait plus d'une vingtaine de partis d'Afrique, et en particulier l'ANC de Nelson Mandela. Et je dois dire que ça a été quand même une sacrée bataille diplomatique, parce qu'au sein de l'ANC, il y avait aussi le Parti communiste sud-africain qui n'était pas très favorable à cette issue-là. Donc je voulais insister, évidemment, il a fait à travers l'Internationale aussi la Fondation Jean Jaurès, puisque sur l'Afrique, il voulait que nous fondions les casques bleus de la démocratie. Voilà. Merci. Il y a un chapitre effectivement dans le livre sur l'Internationale socialiste et ce qu'il a fait à l'époque, qui va démultiplier le nombre de membres durant la période. Si vous le permettez, je voudrais dire juste un mot. Pierre Mauroy et à l'Internationale, bon, il a été animé évidemment par le devoir de solidarité que nous avions avec les pays du Sud. Il s'est intéressé aux pays africains, aux pays d'Amérique latine. Il y avait le Chili, bien sûr, le souvenir d'Allende, mais aussi au Nicaragua, en guerre à l'époque contre les États-Unis. Mais ce qui symbolise véritablement le rôle qu'il a pu jouer en matière de politique étrangère, il a été le premier ministre à se rendre aux Nations Unies pour une assemblée générale des Nations Unies en 1983, et avec un motif très, très précis, et qui montre justement à quel point il était solidaire des autres, et notamment des pays du Sud. Il n'y allait pas pour faire le beau. D'ailleurs, l'Assemblée générale était plutôt l'apanage des ministres des Affaires étrangères. Mais il est allé pour annoncer que la France, investisseur pionnier avec la Russie et les États-Unis, il y avait 3 ou 4 pays qui étaient investisseurs premiers dans les océans, allait annoncer, et elle allait être le premier pays à le faire, allait ratifier, approuver et ratifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui avait le premier mérite de codifier un droit qui était coutumier, mais aussi qui permettrait aux pays pauvres, et non pas aux seuls pays investisseurs premiers, ils étaient 3 ou 4, dont la France, bénéficier, à l'époque, on pensait, de l'exploitation des fonds marins et notamment des nodules polymétalliques qui se trouvaient au fond des océans. Donc c'était une démarche à la fois intelligente sur le plan international, il témoignait l'importance de la France, membre permanent des Nations Unies et du Conseil de sécurité, mais surtout solidaire avec les pays du Sud, en annonçant, mais nous avons été de fait le premier pays à signer cette convention sur le droit de la mer. Pierre-Emmanuel ? Non, je savais, je connaissais ce discours effectivement, mais tout le développement sur le droit de la mer, effectivement, ça je l'ignorais. Je ne pense pas que j'en parle dans le livre, mais effectivement, c'est un point très intéressant. Oui. D'autres questions, commentaires ? Il est le premier Premier ministre à faire ce discours. Allez-y, il y a une question là. Ouais. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici déjà pour la conférence. J'ai juste une question que c'est par rapport aux actions que Pierre Mauroy a fait dans les relations internationales, notamment pour l'Amérique latine. Je veux savoir quelle est la présence de Pierre Mauroy en Amérique latine, surtout pour
ramener la présence de la France dans cette région? Et aussi, une autre question, quelle est la relation de Pierre Mauroy en tant que Premier ministre avec la droite en France pendant son mandat? Surtout parce qu'il y a vu la croissance du Front National et parti. Merci. Une toute dernière. Alors, c'est deux très bonnes questions. Sur la question la deuxième demande un gros développement, mais que je ne ferai pas, je vous rassure. Mais sur l'Amérique du Sud, qui était quand même un peu un terrain de prédilection de François Mitterrand, qui avait des liens très forts avec de nombreux dirigeants d'Amérique du Sud, Pierre Mauroy a quand même eu des relations importantes qu'il avait tissées notamment à l'époque des Cités-Unies, à l'époque où il présidait les Cités-Unies. Et il sera, par exemple, invité au moment où il y aura le premier président démocratique de l'Argentine, si je ne me trompe pas. Il sera un des premiers invités, justement, Alfonsine, voilà, parce qu'il avait été un soutien dans les années 80. Donc voilà, ça montre il pèse quand même dans cet espace. Et alors, sur la question de l'extrême droite, il est au pouvoir à une époque quand même où l'extrême droite n'est pas très importante électoralement parlant. Elle arrive à la fin de la comète. Dreux en 83. C'est quand même le surgissement du Front National électoral. Ouais, mais 83-84. Ouais. Ça n'apprenne pas encore en 80-82. Ça n'est même pas un sujet. Jean-Marie Le Pen en 1981 n'a même pas pu se présenter parce qu'il n'avait pas ses 500 signatures. Et en 1974, à la présidentielle, il n'a obtenu que 0,74%. Ça, c'est vrai. Ouais. Aucun député, aucun conseiller généraux, aucun conseiller municipaux, etc. Donc Dreux, effectivement, va être un premier choc, suivi en 84, effectivement, des européennes. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu énormément de choses, en tout cas à cette époque-là, au moment où il est au pouvoir, sur cette question-là. Il ne va pas en parler énormément. Et d'un côté aussi, c'est plutôt un bien. Il va éviter le dérapage de certains qui diront que le Parti socialiste, que le Front National et Jean-Marie Le Pen posent les bonnes questions mais donnent les mauvaises réponses. Pierre Mauroy ne s'embarquera pas dans cette voie-là. Vous parlez, c'est un peu glissant. D'accord. Vous ferez peut-être une nouvelle biographie d'un Premier ministre socialiste, peut-être. Peut-être pas après ce que je viens de dire. C'est ça comme ça. L'archive pour le moment. D'autres questions? Non. Moi, juste une dernière question. Quel est le regard qu'il portait sur l'évolution de la gauche à la fin de son existence? Oula, question difficile. Ben oui, mais... question difficile. Alors, je pense que c'était un éternel optimiste. Ça, on le retrouve bien dans tous ses discours. Et il voulait toujours le renouvellement de son parti. Le fait est qu'il choisisse quelqu'un pour assurer la transition en la personne de Martine Aubry, qu'il va préparer, qu'il va choisir personnellement, qu'il va introniser et qu'il va soutenir dans son implantation à Lille, qu'il soutiendra même quand il n'est pas d'accord avec elle, puisque après qu'elle lui ait succédé, on se souvient quand même qu'en 2011, il y a les primaires de la gauche, il est plutôt proche en termes d'idées de François Hollande, et pourtant il soutient Martine Aubry. Pourquoi? Parce qu'il l'a choisi, il ne peut pas se retirer finalement du choix qu'il a fait. Donc c'est cette forme de fidélité, cette idée que pour lui, le socialisme devait avoir forcément un avenir. Et d'ailleurs, son premier ouvrage un peu biographique, celui qu'il avait coécrit avec Gisbert à l'époque, s'appelle Passeur d'avenir. Héritier, pardon, de l'avenir. Donc c'est très clair, héritier de l'avenir. Donc c'est très clair cette idée qu'il est à la fois héritier d'une histoire socialiste, d'une histoire de la gauche, et en même temps passeur vers l'avenir et le futur. Je pense que c'est un beau mot de la fin, ça, non ? Très beau, très belle conclusion. Il reste à applaudir Pierre-Emmanuel.